Toute l'histoire de la Norvège, le chemin du Nord, comme l'appelaient les Vikings, est marquée par la mer. Au fil des siècles, la navigation côtière s'organise et permet de relier entre elles de nombreuses villes du littoral norvégien. Cette conquête progressive aboutit au début du XXe siècle à l'ouverture d'une ligne maritime régulière reliant, sur plus de 2000 km, Bergen au sud à Kirkenes au nord. Devenue une véritable institution, cette ligne, c'est l'Express côtier. Le MS Trollfjord, qui arrive à Bergen, est parti de Kirkenes il y a 7 jours. Moderne et confortable, c'est l'un des derniers nés de la flotte. Comme ses prédécesseurs, les vapeurs de la fin du XIXe siècle, il a ravitaillé les 35 villes qui, depuis toujours, constituent les escales de l'Express côtier. Bergen, c'est la capitale des fjords. Un peu partout le long de la côte, des ferries permettent de franchir ces bras de mer qui s'enfoncent parfois à plus de 100 km à l'intérieur des terres. Pourtant, même quand l'obstacle n'est pas vraiment infranchissable, comme ici dans le port de Bergen, le ferry conserve de fervents adeptes. Depuis le Moyen-Âge, Bergen s'est imposé comme un carrefour économique et culturel. Après avoir été la capitale d'un royaume norvégien s'étendant de l'Irlande au Groenland, la ville devient en 1350 l'un des fiefs d'une puissante association de commerçants germaniques, la Ligue hanséatique. Le quartier de Bruggen et ses maisons entrepôts qui bordent le port conservent la mémoire de cette époque. Je pense qu'avant tout, Bergen était un abri naturel. Vous savez, ici, les vents dominants viennent du sud-ouest et nous sommes bien protégés de ces vents. Je dirais que Bergen a toujours été un port important, tout à la fois pour le transport des produits locaux, pour la pêche elle-même, et puis naturellement pour l'exportation de tous ces produits. On sait que vers les années 1270, il y avait un assez grand nombre de pilotes à Bergen. Les taxes ou leurs salaires étaient réglementés. Combien allaient-ils recevoir pour mener par exemple un bateau de Trondheim-Nidaros à Bjørgvin ou Bergen ? Eh bien, c'était un prix fixe. Ils étaient bien organisés, même à cette époque. Relégué au second rôle dans l'économie du pays, ravagé par de nombreux incendies, Bergen n'a cependant jamais renoncé à son âme portuaire. Ainsi, en 1898, 8 ans seulement après le voyage historique entre Trondheim et Hammerfest du premier express côtier, le Vesteralen, Bergen est choisi comme port de départ méridional de la ligne. Depuis cette date, les bateaux de l'Hurtigruten, l'express côtier en norvégien, rythment hiver comme été la vie des Bergenois. À la fin des années 60, concurrencée par l'avion, le train et la route, la ligne faillit disparaître. Se tournant aujourd'hui de plus en plus vers le tourisme, notamment l'été, les navires de l'express côtier n'en continuent pas moins à assumer leur rôle économique, celui d'un véritable cordon ombilical entre le nord et le sud de la Norvège. Je pense que les navires de l'express côtier sont toujours un symbole pour nous, un symbole du lien existant entre l'extrême ouest et le nord de la Norvège. Même si nous constatons que les nouveaux bateaux sont plus luxueux, qu'ils pratiquent des prix plus élevés, l'esprit demeure. Ils effectuent toujours les mêmes escales, enfin presque.
Et ils ont conservé quelques-unes des fonctions traditionnelles qui font partie de l'esprit même de l'Express côtier. À l'heure prévue, le MS Trollfjord a quitté Bergen et mis le cap au nord. Après 2 escales nocturnes à Florø et à Måløy, nous approchons au matin de Torvik. Je suis entré comme capitaine dans cette compagnie en 1992. J'ai navigué sur les anciens bateaux, mais en tant que capitaine, celui-ci est un navire fantastique. Il est maintenant entièrement automatisé. Nous utilisons les satellites pour l'assistance à la navigation. Nous avons un tas de balises le long de la côte. Le bateau navigue automatiquement. Aussi, quand nous arrivons dans un port, on reprend les commandes manuelles et on accoste. C'est tout ce que nous avons à faire. Sur cette route, nous allons faire escale dans 33 ports. Aussi, nous accostons 2-3 fois par jour. Et naturellement, quand vous disposez de tous ces instruments, les moteurs auxiliaires comme les propulseurs d'étrave, c'est, notamment par mauvais temps, très confortable de disposer de tels outils pour accoster dans les ports. Les arrêts dans les petites villes comme Torvik sont de courte durée. 10h30, les grandes portes latérales s'ouvrent pour embarquer quelques rares véhicules et charger les marchandises. Tout est automatisé et il suffit d'1 ou 2 marins pour effectuer rapidement ces opérations. « 10h45, les portes des soutes se referment. Nous reprenons notre route en direction de la prochaine escale, Ålesund. La majorité des touristes visitent la Norvège l'été afin de vivre l'expérience du soleil de minuit. L'hiver, les passagers sont plutôt des Norvégiens qui préfèrent le confort de l'express aux longs trajets sur les routes enneigées. Quant à Jonny, instructeur en technique de sauvetage et de survie en mer, s'il a embarqué à Bergen, c'est pour effectuer les entraînements de routine de l'équipage du Trollfjord. L'entraînement que nous effectuons aujourd'hui s'appelle « Un homme à la mer ». Normalement, quand un homme tombe à la mer, l'alarme se déclenche. L'équipe qui l'entend vient ici, prépare le bateau, le met à l'eau et part en mer. Dessverre, på grunn av private arrangement, så blir det ikke mulig å gå ombord og besøke og se seg om etter innlandsskolen. Annonce de la passerelle, coup de sirène, passagers et personnel du Trollfjord sont sur les ponts pour apercevoir au loin le Midnattssol, le nouvel express côtier qui vient se présenter aux Norvégiens avant d'être mis en service officiellement. Sur les quais d'Ålesund,
on remarque la présence de promeneurs, de curieux. Ils ne semblent pas venus là pour accueillir les passagers du Trollfjord, mais plutôt pour admirer le Midnattssol qui accoste ici pour la première fois. Réunis sur les ponts, notre équipage fête l'événement. Nous profitons de cette escale un peu plus longue que les autres pour faire quelques pas autour du port. Mais rapidement, nous reprenons notre route. Naviguant tour à tour le long de la côte atlantique ou au cœur d'un labyrinthe d'îles et d'îlots, nous progressons dans le jour qui s'achève vers le nord et Trondheim que nous atteindrons à l'autre bout de la nuit. Au matin du troisième jour, le Trollfjord est taqué à Trondheim. Nous quittons le navire et à l'invitation de Joni, nous nous rendons chez Nutec. Cette société a installé à quelques kilomètres de la ville un centre d'entraînement destiné aux marins ainsi qu'aux personnes travaillant sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord. Nous disposons d'équipes pour l'entraînement à bord des bateaux de sauvetage en mer pour être sûr que les conditions soient les meilleures en cas d'abandon des plateformes ou de n'importe quelle autre installation et qu'elles se déroulent de la façon la plus sûre possible avec tout le personnel à bord. Les gens viennent ici tous les 2 ans ou même chaque année juste pour s'entraîner et être sûrs qu'ils suivent les bonnes procédures. Nous recevons aussi des personnes venant de l'industrie maritime. Nous avons aussi des cours pour les équipes de sauvetage. Vous voyez là-bas, c'est le bateau de sauvetage caractéristique de la marine marchande qu'on utilise en cas d'urgence en mer. On effectue cet entraînement également en langue anglaise. Ancienne capitale de la Norvège et foyer spirituel du pays, Trondheim a également une longue tradition maritime. Pendant tout le Moyen-Âge, les rives de la Nidelva, la rivière qui traverse la ville, étaient l'objet d'une intense activité commerciale. L'activité principale, c'était les bateaux, l'importation, l'exportation. Les bateaux étaient amarrés de chaque côté de la rivière, chargeant et déchargeant. De ce fait, la rivière devenait plus étroite et là où nous sommes actuellement se trouvait un pont-levis. Les bateaux devaient donc passer sous le pont, tourner et seulement après ils pouvaient quitter le port. Ils exportaient du bois,
du minerai de cuivre et du charbon qu'ils trouvaient dans les mines des environs, et naturellement du poisson. Pendant tout le Moyen-Âge, l'activité de Trondheim, c'était surtout l'exportation du poisson pêché dans cette partie de la Norvège. Les quelques entrepôts de bois colorés situés sur les bords de la Nidelva rappellent que Trondheim, à l'image de Bergen, était l'une des plus importantes villes de bois de Scandinavie avant qu'elle ne soit ravagée par les incendies. Durant le Moyen-Âge, chaque génération connut des incendies, parce que toutes les maisons étaient en bois. Même le sol des ruelles était recouvert de bois. Aussi, quand un feu prenait, il se répandait facilement. 1681 fut l'année du plus grand incendie de la ville. 3 bâtiments seulement furent épargnés. La cathédrale, le palais de l'archevêque et l'église de Notre-Dame qui était en pierre. Le Midnattssol, le soleil de minuit, est prêt à partir, à l'heure comme il se doit. Pourtant, ce voyage n'est pas tout à fait comme les autres. Dans quelques semaines, en effet, il va céder la place au nouveau Midnattssol. Parfaitement entretenu, mécaniquement infaillible, il pourrait encore naviguer de nombreuses années, mais sacrifié sur l'autel du modernisme et du confort, il va probablement finir ses jours comme ferry à tout faire quelque part en mer de Chine. Ironie du sort et moment d'émotion, à l'instant où nous quittons Trondheim, le nouveau Midnattssol y arrive, poursuivant sa tournée de promotion. Le commandant Johansen entrera peut-être dans l'histoire comme le dernier commandant du Midnattssol. La page qu'il s'apprête ainsi à tourner le conduit tout naturellement à évoquer sa jeunesse et son attirance pour la mer et les bateaux. Moi, j'ignorais tout de l'histoire de l'Express quand j'étais jeune enfant. Là où j'habitais, de nombreux bateaux de croisière arrivaient, chaque été des 4 coins du monde. Moi, je restais là, dans un coin du port, et je regardais ces gros navires. Et surtout, je pensais, je rêvais qu'un jour je pourrais monter à bord de tels navires. Mon rêve devint réalité en 1965. Je garde des tas de bons souvenirs de ce bateau. C'était un bon bateau. Et puis surtout, il y a ce nom, Midnattssol. C'était le nom de mon premier bateau. J'avais 16 ans à l'époque, c'était déjà le Midnattssol, le deuxième du nom. Celui-ci, c'est le 3e. Oui, c'est vraiment un très beau nom. Après quelques heures de navigation, nous arrivons à Rørvik. Le Finnmarken, qui effectue la route en direction du sud, scintille de 1000 feux au milieu de la nuit noire. Pour les habitants de Rørvik, comme pour ceux de toutes les petites villes situées le long de la côte, l'arrivée d'un express n'est plus véritablement un événement, mais c'est toujours une occasion de rompre la monotonie quotidienne. Les lieux de distraction sont si rares que l'express côtier se transforme le temps d'une escale en bar,
ou en restaurant, ou plus simplement en lieu de promenade pour famille au grand complet. À noter, la facilité avec laquelle les visiteurs empruntent la passerelle. Il semble que cette pratique fasse partie des habitudes. Une nouvelle fois, nous reprenons la direction du nord. Cette route, qui aujourd'hui apparaît si facile, presque routinière, aucun bateau à passagers n'osait l'emprunter à la fin du XIXe siècle. Naviguer l'hiver, de nuit et par gros temps semblait trop risqué. Pourtant, August Kriegsmann Gran lance l'idée d'un service express entre Trondheim et Hammerfest. Le capitaine Richard Witt relève le défi. Le 5 juillet 1893, il quitte Trondheim pour Hammerfest qu'il atteint au terme d'un voyage de 67 heures. La légende de l'Hurtigruten vient de naître. La mer est calme et aucune des 3 escales de la nuit n'a troublé notre sommeil. 4 jours après notre départ de Bergen, à 9h05 précise, nous atteignons la ville d'Ørnes. Les nombreux passagers qui embarquent àØrnes ou à l'escale suivante de Bodø se rendent aux îles Lofoten. À cette époque de l'année, les touristes sont peu nombreux. Il y a donc de la place. De toute façon, les passagers qui se rendent aux îles Lofoten ne réservent pas de cabine. Le trajet ne durant que quelques heures, ils le passent tout simplement installés dans les salons du navire. Nous sommes allés rendre visite à nos grands-parents. C'est un long voyage, 10 heures environ. Mais c'est le moyen le moins cher pour voyager. L'été, ces bateaux deviennent un peu des navires de croisière. Il y a beaucoup d'Allemands, d'Italiens. Le voyage est plus cher en été, parce que les prix grimpent. Maintenant, c'est bon marché. J'aimais l'esprit, l'âme des anciens navires de la ligne, mais j'apprécie aussi le luxe que l'on trouve à bord des nouveaux bateaux. C'est vraiment dur parce que nous travaillons de longues journées et de façon intensive. Et on doit être disponible tout le temps pour les passagers, être toujours souriante, rendre service. Et c'est pas facile comme travail. Il y a un passager qui vient d'Allemagne. C'est la 33e fois qu'il voyage sur ce bateau. C'est vraiment un fan. Nous avons aussi une dame qui était déjà à bord l'an passé. Et puis, il y a aussi quelques passagers qui effectuent le voyage en changeant plusieurs fois de bateau. Enfin, il y a les vrais habitués qui font et refont sans cesse ce voyage. Ils adorent ça.
Apprenant que nous allons quitter le navire à Stamsund, aux îles Lofoten, le chef ingénieur du Midnatsol nous entraîne dans la salle des machines et nous prend à témoin. Ces puissants moteurs qu'il a choyés pendant tant d'années méritent-ils vraiment d'être mis à la retraite anticipée ? Henningsvör, 5 heures du matin. Se libérant en silence des cordages et de la nuit qui les retenait prisonniers, des dizaines de petits bateaux de pêche quittent le port. Accompagnée du cri des mouettes, cette procession mystérieuse aux allures de rituel traverse les lueurs bleutées de l'aube naissante et se dirige vers le grand large. Comme par enchantement, cette vision s'évanouit avec le jour. Ne reste alors que le vent soufflant sur la lande et l'étrange spectacle de ces milliers de morues séchant à l'air libre. L'hiver, c'est la saison de la pêche au skrei. Chaque année, entre janvier et avril, cette variété de morue venue de la mer de Barents s'installe pour frayer dans les eaux des Lofoten. Compte tenu du grand nombre de bateaux sur zone à cette époque et de la diminution régulière des quantités de skrei, les autorités ont décidé de réglementer la pêche. On doit partir à 10 heures. On n'a pas le droit de pêcher dans cette zone avant 10 heures. Alors on doit attendre ici, assez près du port. Les bateaux équipés de chaluts et de radars ont donc laissé 4 heures d'avance aux petites embarcations. Mais à 10 heures précises, poussant les moteurs à fond, autant par intuition que par métier, chacun se dirige vers sa zone de pêche. En fait, ce bateau est un petit bateau. Il a seulement 13 mètres. C'est vraiment petit. Mais avec le type d'équipement dont on dispose, on doit pêcher dans certaines zones. On n'a pas le droit d'aller n'importe où. Là, il y a peut-être 1 tonne de skrei. Ayant repéré un banc de skrei sur le radar, la pêche peut commencer. Une fois à bord, le poisson est immédiatement traité. On récupère les œufs d'un côté, le skrei de l'autre. Quant aux têtes, elles sont jetées par-dessus bord pour le plus grand plaisir des mouettes. C'est pas extraordinaire, mais c'est bon.
Là, on doit avoir 1,5 tonne, ou peut-être 1400 ou 1500 kilos environ, ou plus. Mais bon, ça va. Non, aujourd'hui, il n'y a pas trop de bateaux. Si vous étiez venu ici il y a 30 ou 40 ans, il y en avait des milliers. À minuit 30, le Nordkapp arrive à Stokmarknes. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quelles que soient les conditions météorologiques, il y a toujours des passagers qui attendent l'express côtier. Les passagers ordinaires, réguliers, étaient nécessaires pour l'express côtier. Et à l'inverse, l'express côtier était vraiment nécessaire pour les passagers et tous les gens vivant le long de la côte. De nos jours, ils peuvent prendre l'avion, c'est plus rapide, quelques heures, et aussi le train qui va à Bødø. Mais autrefois, vous savez, c'était l'unique et le meilleur moyen de communication le long de la côte. Désarmé en 1994, le Finnmarken fait partie du musée de l'Hurtigruten de Stokmarknes. Tel un animal naturalisé, il exhibe sa belle silhouette noire au regard des visiteurs. Se promenant dans les coursives et les salons de son ancien bateau, le commandant Fredrik Hall se souvient. Notre vie à bord, on n'avait pas de congés réguliers. Parfois, on pouvait rester 2, 3, 6 mois, peut-être même 1 an. Des fois, vous partiez en vacances et vous reveniez prendre le commandement du même bateau. C'était une vie différente. Aujourd'hui, c'est 3 semaines à bord et 3 semaines à terre. Les jeunes générations d'officiers ne connaissent que les nouveaux bateaux et les nouvelles méthodes pour naviguer le long de la côte. C'est devenu un autre métier. Autrefois, vous deviez connaître l'océan et naturellement toujours savoir où vous étiez. Maintenant, vous disposez de tas d'instruments qui vous disent où vous êtes. Avant, vous deviez tout savoir par cœur. 5e jour de navigation depuis le départ de Bergen. Le Nordkapp pénètre dans les provinces les plus septentrionales de la Norvège. Le froid se fait de plus en plus aigu et la neige recouvre les ponts du navire. Même s'il est habitué à de pareilles conditions, Lars, marin à bord du Nordkapp, s'équipe avec précaution avant de sortir travailler sur le pont. Ce n'est pas un travail vraiment difficile. Mais partir loin de chez soi pendant 3 semaines, être séparé de ses enfants ou bien de sa petite amie, ça peut être dur, par moments. Mais on finit par s'y habituer et tout se passe bien. Avgang klokka 11.45. Avgang Finnsnes klokka 11.45. Pendant la période des fêtes, durant la croisière de Noël, je retrouve souvent les mêmes passagers.
Ce sont des gens un peu seuls, ils sont parfois un peu tristes. C'est pour ça qu'ils décident de passer Noël à bord de l'Express. On les rencontre souvent à bord à cette époque. En dehors d'eux, il y a les habitués, ceux qui voyagent régulièrement et durant toute l'année. Le temps change très vite. Alors qu'à 11h30, nous avons quitté Finnsnes sous une tempête de neige, 2 heures plus tard, quelques rayons de soleil et un ciel bleu nous accueillent à Tromsø, la capitale du nord de la Norvège. Vom Anlegen gelangen Sie in der Minuten zum Fußzentrum. Bitte beachten Sie, meine Damen und Herren, wir liegen um 18:30 Uhr, Abfahrtzeit wird um 18:30 Uhr sein. Mesdames et Messieurs, bienvenue à Tromsø. Ville moderne aux activités tournées vers les industries de la mer, Tromsø est également le siège de nombreux organismes scientifiques comme l'Institut norvégien des études polaires. Juste récompense pour cette ville qui servit longtemps de base de départ pour les explorations arctiques dont les plus célèbres demeurent celles de Roald Amundsen. Tromsø abrite également l'un des observatoires les plus sophistiqués dans l'étude des aurores boréales. Ces phénomènes effraient les hommes du Nord durant tout le Moyen-Âge. Des légendes racontent même que ces grandes voiles sont des sortes de fantômes qui viennent enlever les enfants. Il faut attendre 1896 pour que le savant norvégien Birkeland explique de façon scientifique la formation des aurores boréales. L'aurore boréale, c'est le nom que l'on emploie habituellement pour évoquer une manifestation des forces électriques et magnétiques de l'univers. Et on l'aperçoit sous la forme d'une étendue lumineuse dans la haute atmosphère. On la distingue plus particulièrement dans les régions polaires, ce qui explique son nom. En principe, elle est toujours là, mais naturellement, dans les régions les plus au nord, vous l'apercevez seulement quand le ciel est sombre. Ainsi, en été, vous n'apercevez rien, bien sûr. Mais aussitôt que l'on arrive à la fin du mois d'août, début septembre, et durant toute la période hivernale jusqu'en avril, vous pouvez voir l'aurore boréale. C'est une lumière qui recouvre une grande partie du ciel en vert, rouge et violet. En quelques heures, une dépression s'approche de Tromsø. Le ciel se remplit de lourds nuages et la mer s'agite dans le fjord où pénètre le Finnmarken, l'express côtier sur lequel nous allons poursuivre notre voyage dans quelques heures. Nous sommes encore en hiver, et même si les jours commencent à rallonger, dès la fin de l'après-midi, les lumières de la nuit se mettent à scintiller. Autour du port, les anciens entrepôts de poissons sont aujourd'hui devenus des salles de concert où se retrouve chaque soir la jeunesse étudiante de Tromsø.
À 19h, nous quittons Tromsø à bord du Finnmarken. Durant la nuit, nous avons continué notre progression vers le Grand Nord. Au matin, nous naviguons entourés de hautes montagnes enneigées. La beauté du spectacle nous fait oublier que la mer commence à devenir vraiment houleuse. La météo qui se dégrade progressivement risque de rendre les manœuvres d'accostage un peu plus délicates. Le commandant du Finnmarken reste donc très concentré à l'approche de la nouvelle escale. Le problème quand le vent est violent, c'est pour accoster ou quitter le quai. On n'a aucune possibilité de s'éloigner du quai. Et puis vous pouvez, si vous arrivez trop fort au moment de l'accostage, endommager le bateau ou bien le quai. Aussi, quand le vent est vraiment trop fort, on doit annuler l'escale. Un peu plus loin sur notre route, nous retrouvons le Nordkap. Parti de Kirkenes, il fait route au sud en direction de Bergen. Cette partie du voyage est la plus périlleuse, notamment par mauvais temps. Nous ne sommes plus protégés par les îles qui bordent la côte et nous devons faire face au déferlement des vagues qui viennent de l'océan glacial arctique et de la mer de Barents. C'est vraiment un gros temps. Le vent est puissant. C'est ce que nous aimons. Nous connaissons cette région en été, mais nous n'y étions jamais venus durant l'hiver. Maintenant que nous avons pu vivre cette expérience, on peut dire que nous aimons vraiment. Malgré les conditions difficiles, Lena, qui travaille depuis quelques mois à peine à bord du Finnmarken, se veut rassurante. Quand la mer est agitée, tout dépend d'où vient le vent. S'il vient de ce côté, ça peut être mauvais. Mais ce bateau est très gros et très fiable. Et la plupart du temps, tout se passe bien. Mais aujourd'hui, tous les plats ont glissé, comme ça. La tempête était vraiment sérieuse. La stabilité des nouveaux bateaux permet aux passagers de dîner en toute tranquillité. L'absence d'un tel confort à bord des premiers express côtiers devait rendre la navigation dans ces contrées autrement plus difficile. Après 7 jours et plus de 2000 km de navigation depuis notre départ de Bergen, nous pénétrons dans le Varangerfjord, qui mène vers Kirkenes, terminus nord de la ligne de l'express côtier.
Comme tous les passagers, nous débarquons dans ce port du bout du monde, situé à quelques kilomètres à peine de la frontière russe. Nous sommes ici en territoire sameux, la Laponie, qui couvre tout le nord de la Norvège et des pays voisins. On dit que les Samis viennent de nulle part. En fait, ils sont arrivés dans la région juste après la dernière glaciation, il y a plus de 10 000 ans. Ce n'est qu'avec le temps qu'a émergé l'identité ethnique et culturelle des Samis, dont l'une des familles s'est installée sur la côte nord de la mer de Barents. Les Lapons maritimes forment un peuple qui habitait sur la côte nord de la Norvège et aussi vers l'est, dans la péninsule de Kola. Auparavant, c'était le groupe culturel lapon le plus important. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire combien de Samis maritimes il y a, parce que certains d'entre eux ne se considèrent plus vraiment comme lapons. Ils ont été victimes du processus d'assimilation en Norvège. Le résultat de cette intégration à la société norvégienne est que de nombreux Samis, qui il y a un siècle se considéraient encore comme authentiquement Samis, ne revendiquent plus aujourd'hui cette appartenance. Comme de nombreux Samis, Esther a ressenti il y a quelques années le besoin de renouer avec ses racines. Dans le gîte rural qu'elle a créé, elle accueille quelques touristes à qui elle essaie de faire partager son goût de la nature. Pour elle, c'est l'un des caractères essentiels de l'identité lapone. Tout d'abord, nous roulons actuellement au travers d'une très belle région, parce qu'en été c'est très vert. Et puis parce que c'est la route que suivent les rennes pour se rendre de l'intérieur des terres jusqu'à la côte. C'est comme si je marchais dans les propres pas de mon père. Ma mère était fermière. Elle était installée à Östetana. Elle ne suivait donc pas les rennes. Seul mon père accompagnait la transhumance des troupeaux jusqu'à la côte. Dans les années 60, on pouvait laisser paître les troupeaux de rennes autour de Tanabru. On n'avait pas besoin de les déplacer. Mais aujourd'hui, il y a tellement de bâtiments industriels de toutes sortes que l'on est obligé de s'éloigner loin de la ville. Jusqu'ici, où se trouve le dernier pâturage hivernal qui nous reste dans les environs de Tanabru. C'est à cause du développement technologique et de l'extension des villes que nous avons de moins en moins de pâturage pour l'hiver. Avec les autres éleveurs, on a un troupeau commun d'environ 3000 rennes.
Ce troupeau, à l'époque de mon grand-père, dans les années 50 ou 60, comptait plus de 10 000 têtes. Mais aujourd'hui, on n'a plus assez d'espace et de pâturage pour entretenir un troupeau aussi important. Autrefois, c'était plus dur. On devait se déplacer à ski ou à pied. Aujourd'hui, avec les motoneiges, on ne met que 5 minutes pour faire un trajet qui prenait 2 heures autrefois.